Ça, c'est moi il y a 5 ans. Yo, je suis en dernière année d'école, il me reste donc environ 6 mois pour lancer un projet qui me rapporte suffisamment d'argent pour vivre. J'ai pas du tout envie de prendre un taf dans une autre boîte, et quitte à rejoindre une start-up, je préférais que ce soit la mienne. J'ai donc 6 mois pour réussir, sans quoi, pas d'argent. Et pas d'argent, pas d'appart, la rue. Et la rue, je confirme que j'ai pas du tout envie. À ce stade de ma vie, je sais pas vraiment comment m'y prendre. Et ce dont j'avais besoin, c'était de grands conseils génériques sur l'attitude à adopter pour démarrer un projet à succès. À l'époque, j'avais appris la plupart des conseils grâce à The Family, notamment Oussama Ammar. Mais depuis quelques mois, il y a quelques scandales qui ont éclaté. Je pense notamment à la grande époque des barbares attaques et de coups d'état par exemple. Ces vidéos étaient une mine d'or d'informations et de conseils dont il ne reste aujourd'hui plus la moindre trace. Sauf que j'ai encore tout en tête. J'ai regardé toutes ces vidéos au moins une dizaine de fois tellement j'étais obsédé par la réussite entrepreneuriale. Je vais donc enseigner dans le présent, au mois du passé, 7 des conseils qui m'ont été soufflés à l'oreille par the ex-GOAT de l'entrepreneuriat français, Oussama Ammar. La 7ème va te surprendre, reste bien jusqu'au bout. Petit 1, ne cherche pas à créer un désir, mais à résoudre un problème dur. Alors, dur, c'est pour que tu le retiennes, mais c'est avant tout un acronyme pour difficile, urgent et reconnu. Difficile, ça veut dire que c'est un vrai problème, et que donc la solution ne sera pas un nice to have, mais bien un must have. Urgent, ça veut dire qu'il faut le résoudre maintenant, et reconnu, ça veut dire que tes utilisateurs savent déjà qu'ils ont ce problème, ils ne l'ignorent pas, et ils cherchent déjà activement à le résoudre. Oui, ça fait vachement sens. C'est plus facile de vendre du Doliprane à quelqu'un qui a super mal à la tête, plutôt que d'essayer de convaincre les gens de réduire leur empreinte carbone en les menaçant d'une augmentation de 3 degrés d'ici la fin du siècle. Quoique ça doit être super différent à ton époque. Les gouvernements doivent avoir complètement compris l'importance de l'écologie et avoir mis en place tous les moyens pour. Ça doit plus du tout être une question, j'imagine. Petite précision tout de même, quand on est visionnaire, c'est normal d'anticiper des problèmes qui n'existent pas encore. Mais pour une première aventure entrepreneuriale, je recommandais d'être humble et de s'attaquer à un problème dur. 2. Fake it until make it. Lorsqu'on crée une startup, on se heurte très souvent à la problématique de l'œuf ou de la poule. Pour avoir des clients, il faut un produit. Pour avoir un produit, il faut de l'argent. Pour avoir de l'argent, il faut vendre ou lever de l'argent. Mais pour ça, il faut avoir des clients, etc., etc. Une bonne façon de rompre ce cercle, c'est de fake it until make it. Ce qui veut dire faire semblant jusqu'à faire pour de vrai. Par exemple, le grand classique consiste à créer une landing page sur laquelle tu décris ton produit et fais mine de le vendre. Mais au moment où ton utilisateur s'apprête à acheter le produit, tu peux lui révéler qu'en fait, il n'y a qu'une liste d'attente à laquelle il vient de s'inscrire. Ce qui te permet de récolter le contact d'un futur client et de démontrer l'attraction commerciale de ton produit dans des conditions réelles. Stylé. Tiens. 3. Do things that don't scale. Pour aller vite, accepte de ne pas optimiser ta manière de faire durant les premières étapes. Accepte de parler à 1000 potentiels utilisateurs tout seul les premiers mois. Accepte de faire le back-end de ton application à la main. Accepte de falsifier ton IA en exécutant toi-même les tâches que ton futur algorithme devra automatiser. Petite anecdote pour renforcer ce point, les fondateurs d'Uber, avant que ça soit une application cotée 70 milliards en bourse, prenaient toutes les informations à la main sur des post-it et sur un Excel. C'était eux-mêmes qui prenaient les informations des chauffeurs et qui les connectaient avec leurs clients. Et quand ils ont voulu faire une application iPhone, ils ont acheté des iPhones pour les quelques milliers de chauffeurs qui travaillaient pour eux. Parce que c'était une époque où la plupart des gens n'avaient pas d'iPhone. Les gens leur disaient qu'ils étaient fous, que Uber ne serait jamais rentable s'il fallait acheter un iPhone pour tous les chauffeurs. Et les fondateurs, eux, savaient qu'il fallait en passer par là pour qu'Uber soit un succès. Et que si Uber était un succès comme ils l'anticipaient, les chauffeurs seraient à un moment obligés de s'acheter un iPhone eux-mêmes pour ne pas manquer l'opportunité des courses permises par Uber. Bref, accepte de faire temporairement des choses qui ne sont pas durables sur le long terme, car 4. Seule l'exécution compte. Les idées n'ont aucune valeur. Je vais le redire, les idées n'ont aucune valeur. Pourtant, quand on est débutant, on donne tellement de crédit à ceux qui ont les idées. J'ai justement entendu Oussama raconter l'anecdote de types qui avaient filé un tiers de leur equity à un mec parce que c'était son idée qu'ils étaient en train de faire, alors que le mec n'a jamais bossé dans la boîte. Bah essaye, tiens. Va dans la rue et essaye de vendre des idées. Allez, c'est parti. Bonjour monsieur, bonjour monsieur, salut, bonjour, je vends des bonnes idées, vous êtes intéressé? Je vends des bonnes idées, 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 vous êtes intéressé? Vous êtes intéressé? T'es intéressé? Vous êtes intéressé? Ça marche pas, je te confirme. Et ça fonctionne dans l'autre sens. N'hésite pas à donner des actions aux gens qui apportent de la valeur à ta boîte, même si t'as déjà trouvé ton modèle, même si ta société fonctionne déjà. Le but, c'est pas d'avoir la plus grosse part du gâteau, c'est d'avoir le plus de gâteau dans son assiette. Je préfère avoir 1% d'un milliard que 100% d'un million. Ça fait plus au final. Par exemple, Sergey Brin et Larry Page, les deux fondateurs de Google, ont donné plus de 10% d'equity à Eric Schmidt pour qu'il les rejoigne, alors que Google valait déjà plus d'1 milliard. Pourquoi? Parce qu'Eric Schmidt avait déjà un long passif de lead sur des projets technologiques, qu'il avait déjà été CEO d'une boîte software aux US, et qu'ils étaient certains qu'il allait pouvoir les aider à amener Google au niveau suivant.
5. Aime ce que tu fais ce que tu aimes. S'attaquer à un vrai problème et trouver un business model rentable sont les deux piliers d'une startup réussie. Mais ne sous-estime pas l'importance d'être amoureux de ton équipe, du problème que tu résous, de ton industrie, etc. Bref, de l'environnement dans lequel tu bosses. À grand minima, te sentir aligné avec. Ben ouais, la quantité d'énergie que tu vas devoir déployer est telle pour mener un projet entrepreneurial à bien que dans le cas contraire, tu ne le supporterais pas et finirais inévitablement par abandonner. C'est ce qui va t'arriver avec la prochaine boîte que tu vas faire d'ailleurs. Pour autant, ne tombe pas amoureux d'une idée, d'un produit ou d'une fonctionnalité. Laisse le marché décider, ne mets pas d'ego là-dedans. Apprécie avoir tort. Ça veut dire que tu es en train d'apprendre quelque chose. 6. Les startups meurent bien plus souvent d'un suicide, exécution échouée, abandon, crise interne, que d'un assassinat par la concurrence. Être obsédé par la concurrence est une cause super fréquente d'éparpillement de la part des fondateurs. En revanche, ce qui est bien plus intéressant que la compétition, c'est de réfléchir à la défendabilité. Quand tu auras dérisqué ton projet, ta techno par exemple, et que tu auras prouvé ton business model, qu'est-ce qui empêchera quelqu'un d'autre de venir faire la même chose que toi? Et si un compétiteur arrive et fait la même chose que toi, qu'est-ce qui empêchera tes utilisateurs de te quitter pour lui? La rétention est une notion clé. La propriété intellectuelle, avoir la main sur l'ensemble du vivier de compétences, constituer des actifs qui sont difficiles à répliquer, comme des bases de données par exemple, ou faire investir tes utilisateurs. Par exemple, à chaque fois que tu postes une photo sur Instagram, ça rend ton départ de la plateforme moins probable parce que tu t'y investis. Tout ça, c'est différentes stratégies de défendabilité. Il y en a d'autres. Et last but not least, 7, vends la valeur. Et toujours en tête que les gens achètent la solution, pas le produit. Et tiens-en compte dans ta communication. Les gens achètent le trou dans le mur, pas la perceuse. Wow. M'amène. Et rappelle-toi, rien n'est impossible, mais rien n'est facile. Bon, tout ça c'était des conseils bien génériques. Si t'es comme moi et ce qui t'intéresse c'est d'avoir un impact positif sur le monde, alors je te conseille de regarder cette vidéo. L'entrepreneuriat à impact, c'est super particulier et ça mérite que t'en connaisses les règles. J'ai fait une vidéo à ce sujet justement. Bien fait cette histoire quand même. Bye. Ah, t'as vu ça?